bonjour. Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque. On parle tout comme d'habitude en ce vendredi matin, juste avant que j'aille au boulot. Je suis encore en train d'être dans le vlog précédent, donc c'est un peu drôle parce que j'ai vraiment deux vlogs en parallèle pour le moment. J'ai une lecture en cours, mais c'est dans celle du vlog précédent, donc vous n'entendrez pas parler de cette lecture-là ici. Et j'ai absolument aucune idée de ce vers quoi j'ai envie de m'enligner pour cette semaine de lecture. J'ai quand même ma lecture commune qui me fait un peu peur, j'admets, j'aimerais faire avec le club de lecture des Patreons d'Alex Bouquin Prada, donc le fameux Thérèse Raquin d'Émile Zola, qui a l'air assez troublant. J'ai jamais lu aucun Émile Zola, oui, je sais, et encore moins aucun des tomes de la série des Rougon-Macquart. Et celui-là, si je regarde le résumé, ça m'apparaît assez sombre et grinçant et traumatisant. Mais bon, je vais le lire, ça va être mon premier Zola, puis en fait, je vais l'écouter parce que je vais voir, je vais l'écouter. Si je vois que c'est trop troublant, je vais sans doute le lire en numérique parce que des fois, le fait de l'entendre vraiment en livre audio, ça m'imprègne un peu trop de l'ambiance noire et tourmentée. Donc, des fois, je préfère me rabattre sur le livre numérique. Bref, il y aurait peut-être ça. Sinon, j'aimerais beaucoup écouter À l'ombre de Winnicott, le tout nouveau Ludovic Manchette et Christian Niemiec, auquel j'ai pas encore accès en livre papier. Il vient peut-être tout juste de paraître au Québec. Je suis désolée, vous allez voir sans doute l'image un peu sautée, puis des gros bruits, mais il y a des gros camions de construction à côté de chez moi, donc désolée. Bref, je disais que ce fameux dernier opuscule de Niemiec et Manchette, j'y ai accès en fait en livre audio par le biais de nextory.fr, puis j'avais comme envie de l'écouter, j'avais vraiment beaucoup aimé Alabama 1967, 1963, Alabama 1963. Americas, il me tentait, mais je n'étais pas tout à fait dans le mood. C'est un peu plus un genre de road trip. Mais celui-là, il était un petit peu plus comme automnal, gothico, épeurant. En même temps, là, j'ai Thérèse Raquin puis À l'ombre des Winnicott. Je sais pas si je suis encore rendue à un moment où j'ai envie que tout soit sombre. On va voir. Fait que peut-être que je vous donne ces deux titres-là, puis cette semaine, je vais pas lire ça du tout. Je sais pas. C'est la beauté de lire ce qu'on a envie quand on a envie. Donc, voilà. Il me reste tout juste à me lancer, à débuter le tout. Alors, allez! On se lance ça! Hey, alors, juste un petit coucou pour vous dire que on est dimanche, c'est pluvieux, on dirait que c'est l'automne. On prend notre temps. Puis j'ai décidé finalement, ben vous serez pas surpris, mais de toute façon, bon, hein, je fais bien ce que je veux, c'est moi qui lis. J'ai décidé de me lancer enfin dans le tome 9 de ma fameuse série chouchou, qui est Les Détectives du Yorkshire, ben non, les Dale Detectives de Julia Chapman. Donc c'est Date with Justice. Et puis ben, je ne pourrais sans doute pas vous dire beaucoup de choses sur l'intrigue en tant que telle, parce que c'est sûr que là c'est un tome 9, mais je vais essayer de vous en dire un peu plus peut-être quand je vais avoir terminé ma lecture ou en cours de lecture. Mais je retrouve avec bonheur les personnages principaux que Samson et Delilah, puis toute la gang de Broncliffe. Puis là, ben, on dirait que même des gens qui sont proches de Delilah vont se retrouver un peu dans une très mauvaise posture sur fond de d'autres d'autres préoccupations plus personnelles pour Samson et Delilah, disons. Et ben voilà. Je vous en reparlerai plus quand je vais avoir avancé, mais à date, je suis juste contente. C'est comme une lecture doudou pour moi, puis ça fait vraiment du bien. Allez, à tout de suite! Assez mystérieuse et très dangereuse dans l'Empire, et elle va engager un mercenaire pour la protéger. On voit très rapidement qu'il y a beaucoup de secrets autour de cette montagne, de choses un peu surnaturelles peut-être, et puis on a une image qui commence à se dessiner du décor politique, du contexte politique. L'élu et tout. C'est pas l'élu, mais elle veut prouver des choses et du coup elle mène une quête. Et j'aime beaucoup ce genre d'ambiance. En plus, avec Julia, ils ne peuvent pas se saquer. Mais c'est très drôle, vraiment c'est très drôle. Genre il y a des vannes, il y a un moment, je sais pas, elle lui sort un truc du
Alors, on se revoit en ce mercredi, post-boulot finalement. Et ben, je sais pas très souvent, mais là, je reprends un peu un rythme différent. Là. Vous avez vu que le dernier vlog est sorti dimanche. Donc, je pense que je vais le faire comme ça parce que dans le fond, la semaine, souvent, j'ai pas tant de temps que ça de lire. Puis, mais par contre, souvent, je fais un petit blitz à la fin de la semaine, fait qu'on va voir. Mais ça se peut que ce vlog-ci soit court, je sais pas trop. Bref. Tout ça pour dire que j'ai terminé en 2 jours ce savoureux Date with Justice de Julia Chapman. Rendez-vous avec la justice, sans surprise en français. Et oui, vous voyez bien que j'allais en papier et je l'avais pas et j'ai pas pu résister à me l'acheter, même si en fait, moi, je l'ai écouté en audio. Qu'est-ce que je peux dire de ce tome-là? Pas grand-chose parce que c'est un tome neuf. Mais je peux vous dire que c'est, comme d'habitude, à partir du tome 3-4 dans cette série-là, c'est toujours, pour moi, c'est toujours un coup de cœur, c'est toujours un 5 étoiles, c'est super habile. J'ai retrouvé tous les personnages avec plaisir. Parce que dans le fond, dans celui-là, on va vraiment voir se déployer l'ensemble des personnages qu'on a appris à découvrir à Broncliffe avec les fameux Samson et Delilah, ainsi que toutes les autres, leurs familles proches et leurs familles éloignées. Et malgré le fait que là, bien évidemment, la tension se trouve dans le fait que s'il y a une situation qui va impliquer quelqu'un de très proche de Delilah, et tout le monde va se mobiliser pour essayer de résoudre la situation, en tout cas d'apporter du soutien dans les circonstances. Et bien entendu que les Dale Detectives, maintenant de façon qui sont rendus élargies, parce que si vous l'avez suivi à travers les différents tomes, maintenant c'est plus juste Samson et Delilah. Il y a plusieurs personnes qui se sont greffées à cette agence assez surprenante. Puis ce sont des gens qui sont pas typiques, disons, mais qui sont venus apporter leur bagage singulier justement à cette agence-là. Et toute l'agence va être mobilisée, ainsi qu'une bonne partie de Broncliffe pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est très bien tricoté. J'ai quand même... Il y a des choses dont je me suis doutée, mais c'est pas quelque chose qui est problématique là-dedans. Donc, je me suis pas doutée de exactement la fin avant peut-être les dernières 50 pages, mais il y a des choses dont je me doutais en cours d'histoire. Mais c'est comme un tome qui, pour moi, a été bâti comme un dernier tome d'une série. J'ai vu qu'il y avait un 10e tome qui sortait en langue originale en mars 2025 et étrangement en français avant. Parce que pour cette série-là, si je me souviens bien, une des caractéristiques, c'est que les droits de traduction ont été vendus et la parution de la version traduite a lieu en fait avant la parution du titre en version originale. C'est un peu bizarre. Mais je ne vais pas lire en français. Là, j'ai regardé en fait les traductions en français un peu parce que je l'avais emprunté avant de me le procurer comme ça. J'avais emprunté en numérique en français. Et écoutez, il y a tellement un langage un peu du terroir, ça se passe bien sûr dans le Yorkshire en Angleterre et l'équivalent en français est un peu difficile à traduire, donc pas par manque de compétences ou rien, c'est juste que c'est très local, donc ben, souvent on essaie un peu d'y mettre peut-être un peu d'argot provincial, peut-être l'équivalent en France, mais je trouve que ça va un peu moins bien, donc je suis contente de le lire en anglais. Donc, bref, j'ai vu qu'il y avait le tome 10 qui arrivait. Mais pour moi, ça, c'est comme un tome ultime, disons, de la série parce que il y a une super bonne enquête. Et elle n'est pas tombée dans le piège de c'est potentiellement dans les derniers tomes. Donc, je vais juste faire passer tous les personnages que j'aimerais, que les gens aiment revoir, puis essayer de boucler certaines boucles et tout ça. Énormément de boucles sont bouclées. En fait, les boucles principales sont bouclées au grand plaisir des lecteurs. Et oui, c'est prévisible et oui, ça fait plaisir de voir ça comme ça parce que, bien entendu, il y a tellement une évolution sur 9 tomes. Les choses... l'évolution, l'espèce de fil rouge qui est sur les 9 tomes, son évolution est quand même relativement lente, relativement réaliste, entre guillemets. Ben, pas tant que ça, parce qu'en fait, le temps est assez compressé là, dans cette série-là, mais quand même assez réaliste dans le sens où tout se passe pas du jour au lendemain, puis dans les circonstances, avec les contextes dans lesquels cette série-là commence, si c'était en 3 tomes que ça s'était bouclé, ça aurait été complètement invraisemblable. Là, disons que c'est plausible. C'est peut-être pas réaliste, mais c'est plausible et c'est vraiment agréable. Puis on a l'impression que à la fois les personnages et le lecteur méritent ce genre de fin-là. Donc moi, j'ai adoré ce livre-là. Je vais lire le tome 10 parce que je veux, mais en même temps, je me dis, pour moi, ça pourrait vraiment s'arrêter là. Donc, voilà. C'est pas que j'étais surprise, je me doutais que ça allait être un coup de cœur. C'est pour ça que je l'ai mise, cette lecture-là, après mes lectures remuantes et tout ça. Puis que je n'osais pas trop me plonger dans mes prochaines lectures dont je vous ai parlé au début de ce vlog-ci.
Mais j'ai fini par le faire quand même parce qu'il fallait que j'aille faire mon entraînement ce matin. Puis là, j'avais plus de livre audio. Puis là, je me suis dit, bon, c'est correct, Marie-Soleil, t'as dit que tu voulais lire la lecture commune pour le club de lecture du mois de septembre des Patreons d'Alex Bouquet Prada, soit Thérèse Raquin d'Émile Zola. Et c'est cette fameuse édition que j'ai achetée, comme je vous disais, la petite édition à l'ancienne. Et j'avais peur un peu. Quand j'ai commencé pour peut-être les 35 premières pages, j'ai trouvé que c'était un peu déroutant, en même temps pas tant que ça. C'est sûr que c'est du Zola, j'en avais jamais lu, mais je m'attendais vraiment à ce que ce soit, bon, c'est vraiment du réalisme descriptif. C'est comme si on se faisait raconter un tableau, disons. Je dirais pas raconter un film, mais raconter un tableau. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, on est vraiment dans la description, mais de la façon dont Zola écrit, c'est vraiment comme si on le voyait devant nous, donc oui, c'est lent, mais c'est pas pesant, disons, comme description. C'est quand même assez accessible. Les chapitres sont assez courts. Donc, voilà, j'ai commencé en me disant, bon, ça va. Les personnages principaux, à date, n'étaient pas super attachants. Mais bon, on voit un peu où ça s'en va. Puis là, bien évidemment, j'avance peu à peu dans la fameuse histoire. Et là, on arrive vraiment au moment où, bon, ben, la fameuse Thérèse Raquin va finir par, finalement, je veux juste être sûre que je vous en avais, il me semble que je l'avais lu, la quatrième de couverture, mais il me semble qu'on parle. Thérèse, nièce adoptive de la vieille Madame Raquin, a épousé son cousin Camille, employé des chemins de fer. Timide et résignée, la jeune femme vit des jours d'ennui auprès de ce mari falot et souffreteux dans l'obscure mercerie de sa tante. Jusqu'au jour où ressurgit dans la vie de Camille un ami d'enfance, Laurent, peintre raté et paresseux. Dans les bras de ce jouisseur sans scrupules, Thérèse éprouve la volupté et bientôt une raison de vivre. Encore faudrait-il se débarrasser de Camille, seul obstacle à leur passion. Unis par l'ivresse charnelle, les amants maléfiques le seront désormais par le crime, la culpabilité et la névrose. Ce noir huis clos ne pourra se dénouer que par une tragédie. Il va finir par avoir son fameux amant. Au départ, on se dit que ça va être pas une porte de sortie, mais une genre de soupape pour elle pour respirer. Puis ça semble être ça, mais l'amant en question est totalement comme imbuvable. Genre, tout le monde est imbuvable dans cette série-là. Pas cette série-là, dans cette histoire-là. C'est effrayant. Je commence un peu à déprimer parce que c'est vraiment glauque, puis c'est vraiment déprimant comme histoire, mais l'écriture est super bonne. C'est pour ça que je continue. La plume est vraiment excellente, sans surprise. En même temps, sans surprise, je dis ça, puis ça aurait pu ne pas me plaire. C'est pas parce que c'est Zola que c'est sans surprise, mais disons, ça aurait pu ne pas me plaire, mais je peux pas vraiment dire que c'est mal écrit. T'sais, Zola, c'est super bien écrit, ça aurait pu pas le faire pour moi. Là, la plume m'attire, mais à la fois, l'intrigue et... pas l'intrigue, mais la trame puis les personnages me plaisent plus ou moins. En fait, en ce moment, je suis en train de vivre exactement ce que j'ai vécu quand j'ai lu Maria Chapdelaine de Louis Hémon. Et je m'excuse, c'est l'heure où est-ce qu'il y a à peu près tout le trafic de mon coin de campagne qui passe en même temps dans la maison. Désolée pour les sons un peu intenses de pot d'échappement. Mais bref, oui, ce que je ressens en ce moment, c'est comme quand j'ai lu Maria Chapdelaine. C'est-à-dire que Maria Chapdelaine de Louis Hémon, qui est un peu un classique, c'est un classique du terroir québécois, même si l'auteur était un Français. Pour moi, ça me fait un peu penser à ça, dans le sens où c'est comme super descriptif, super lent. On retrouve des personnages, pas qu'on déteste, mais qui tiennent le lecteur à distance, qui sont pas particulièrement attachants, mais qui sont très typiques peut-être d'une époque ou d'une classe sociale. Dans ce cas-ci, on est vraiment dans une classe ouvrière, très pauvre et tout ça. Et ce sont des gens pour qui le destin, en fait, ce sont pas des gens, mais ce sont plutôt des femmes qui sont des personnages principaux, donc Maria Chapdelaine, dans ce cas-ci, Thérèse Raquin, qui sont les personnages principaux, mais que ce sont des femmes qui ne peuvent pas tenir les rênes de leur destin. Mais absolument pas. En tout cas, là, après ça va changer. J'ai regardé le résumé, je me doute que ça va changer. Thérèse Raquin va décider de prendre une initiative pour essayer de se sortir de tout ça, mais bon, ça va pas super bien se terminer. Fait que même s'il y a des initiatives qui sont prises, c'est juste qu'à chaque fois qu'on pense qu'il y a une lumière ou un espoir, ça s'éteint. Dans Maria Chapdelaine, c'est ça. Pourtant, Maria Chapdelaine, même si au départ, quand je l'ai lu, c'était une lecture obligatoire, puis j'ai comme « Oh my God! » Les yeux au ciel en me disant « Mais c'est donc ben
dégoulinant de désespoir. Et c'est un peu comme ça que je ressens, mais Maïcha d'Hélène, c'est devenu finalement un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que on l'a analysé, puis là, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est là qu'il allait en fait avec ça, cet auteur-là. Donc, est-ce que je vais en arriver à ça avec Thérèse Raquin? Je ne sais pas, mais disons que je suis contente de le poursuivre en lecture audio. Je pense que c'est la meilleure chose pour moi, mais en même temps, je suis pas sûre que je suis capable d'en écouter des longues périodes. Je pense que je peux pas écouter plus que 1 heure et demie par jour. C'est heureusement pas un long livre audio. Donc, j'aurais être capable de le terminer d'ici la fin du vlog. Mais je pense qu'il va falloir que je respire un peu en écoutant d'autres choses ou en lisant d'autres choses. Juste parce que sinon, je vais... Il fait beau là, quand même, c'est l'automne, puis une chance parce que je pense que lire ça en novembre, là, quand c'est très gris et froid et morne et triste et sans espoir, je vous le suggère pas jusqu'à maintenant. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Je suis rendue, j'ai peut-être pas mis ma page exactement. Je pense que j'ai avancé un petit peu plus que où j'étais. Blabla. Non, je pense que je suis là. Genre page 50 dans cette édition-là. Donc avec mon petit signet, là, disons, je vais essayer de vous montrer. Donc, j'ai lu comme cette partie-ci, avec ma face en focus pas. J'ai lu cette partie-ci, en fait, et de ce côté-là, c'est ce qui me reste à lire. Hein. Et ben voilà. Donc, j'ai décidé de me lancer parce que, bon, je me doute, j'ai envie d'avoir lu ce livre-là parce que je veux lire du Émile Zola. Puis, je sais que je n'aurai pas le courage de lire nécessairement tant de choses que ça. J'ai quand même Germinal. Peut-être que Germinal, j'accrocherais plus. En même temps, c'est aussi sans espoir, mais le côté un peu révolte ouvrière, même si finalement le désespoir s'installe quand même. Mais le côté dans les mines et tout ça, on dirait que ça serait au moins aller m'interpeller. Là, ça se passe vraiment dans un milieu des merceries, puis sous le Pont-Neuf à Paris, puis on ressent l'humidité qui est décrite, des logements décrépits, des logements pas en état, l'absence d'horizon, on ressent ça à travers nos os, tellement Émile Zola a une plume efficace. Donc, bref, si je le lis ou je l'écoute, ça me prendrait presque une doudou chaude puis un breuvage réconfortant pour essayer de m'en sortir. Mais cela dit, ça prouve juste que c'est efficace. Donc, c'est juste que je ne sais pas si ça va être ma tasse de thé, mais je vais lire quand même. Hein, c'est long. Je vous dis rien pendant longtemps, n'est-ce pas? Mais bon, je vous reviens tout bientôt. Évidemment, je vais vous revenir avec la fin de Thérèse Raquin, mais j'imagine que d'ici là, je vais vous proposer d'autres lectures intermédiaires pour m'aérer un peu l'espoir en l'humanité. Allez, à tout de suite! Genre, il y a un peu ce côté qui m'a rendu triste où moi j'aurais aimé que Doria il lui arrive plein de trucs très chouettes dans la vie et en fait ce livre il est réaliste. Donc il m'a rendu un tout petit peu triste, mais toujours un plaisir de lire des livres de Faizagan et de retrouver Doria, je pensais jamais. Hey, coucou du vendredi, post-course, pré-boulot, vous le savez, la rengaine. Je voulais vous prendre parce que j'ai reçu une précommande que j'avais faite d'un titre, mais d'abord, je vais vous dire où j'en suis rendue dans le très inconfortable Thérèse Raquin de Émile Zola. Et il me reste à peu près 1h15 en livre audio. Puis là, en fait, je pense que même mon signet n'est plus vraiment à la bonne place. Mais peu importe, là, à mon avis, de me rester peut-être, ouais, maximum, je sais pas comment j'ai fait pour vous le montrer, mais comme ça. Il me resterait ça potentiellement à lire. Et on est... Je sais pas comment je vais trouver les mots pour vous en parler, mais c'est un livre qui est extrêmement bien écrit, mais qui est extrêmement inconfortable, sombre, sans espoir, glauque, confrontant, déprimant, mais très bien écrit. Je sais pas si je vais pouvoir dire d'autres choses, j'aurais plus d'adjectifs ou d'épithètes, mais c'est ça. À date, c'est mon ressenti. Je suis contente de commencer à lire du Zola. Je pense pas que j'aurais l'âme assez solide au niveau moral, disons, pour prendre tous les rogomakars, si les rogomakars sont tous dans cette optique-là de Thérèse Raquin, mais j'imagine que non, là, mais je pense quand même que je serais capable de pouvoir lire éventuellement Germinal, parce que je sais que c'est tout aussi sombre de réalisme, disons, puis que je sais que c'est un peu sans issue aussi, mais comme je vous disais, comme
le contexte m'interpelle quand même. On dirait que peut-être que je retrouverais quelque chose aussi pour m'accrocher. Là, celui-là, on dirait qu'il est un peu bâti. C'est peut-être ça, hein, j'ai pas lu ni de préface, ni de notes ou d'articles en lien avec ça. Je suis totalement ignorante et toute neuve avec Zola, même si je sais que c'est dur à dire, mais c'est comme ça, hein? Il n'y a pas de jugement là-dedans. En tout cas, j'espère que vous n'allez pas me juger, c'est comme ça, j'en ai juste jamais lu. Ça semble construit un peu comme un roman gothique. Ça me donne cette impression-là. Peut-être que c'est déjà ça, puis que mais c'est vraiment ce côté-là un peu. On a quand même une dimension de pas spiritisme, mais voyons, d'anormal, disons, d'insaisissable, d'impalpable, mais qui serait vraiment en lien avec, par exemple, les esprits, les spectres. Voyons, un peu ça. On n'est peut-être pas dans un grand manoir avec tout ce qui est esprit gothique, mais ça me donne un peu cette impression-là. Il y a vraiment le côté un peu secret de famille, âme tourmentée, mort violente, tourment, puis comme je vous dis, un peu spiritisme. Donc, il y a un peu ça qui est là, fait que ça me donne un peu cette impression-là, mais bon, je suis pas une spécialiste du roman gothique, mais ça me donne un peu cette impression-là. Si jamais je relis sur Thérèse Raquin, je vous dirai si je suis dans le champ, mais peu importe, c'est comme ça que je l'ai perçu. Puis je vous dirais que je le termine parce que c'est la lecture commune. Mais honnêtement, je pense que je l'aurais arrêté avant. J'y retourne pas nécessairement avec joie. C'est-à-dire que j'y retourne parce que la plume est excellente, mais j'ai pas vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer parce qu'en fait, c'est pas une histoire qui peut finir bien. D'ailleurs, c'est correct, c'est déjà mentionné dans la quatrième de couverture. C'est une histoire qui finit pas bien. J'ai pas rien contre les histoires qui finissent pas bien, mais j'aime comme ça quand il y a des lueurs d'espoir. Là, les lueurs d'espoir, si vous attendiez après ça, passez votre chemin. Et on est vraiment dans tout ce qui est le plus sombre de l'humain. C'est un peu comme un genre de tragédie qui se passe, qui met en scène des péchés capitaux, disons, entre guillemets. Une tragédie de péchés capitaux, mais qui est à la différence d'une tragédie où habituellement le destin avec un grand D intervient, puis là le personnage est comme impuissant par rapport à ce destin-là. Dans ce cas-ci, c'est les personnages qui sont leur propre destin, dans le sens que ça leur est pas arrivé dessus, comme ça, par hasard, sans faire exprès, bien, sauf peut-être la personne, malheureusement, qui est tuée. Mais encore là, on pourrait peut-être dire qu'il y a un petit contexte qui justifie en rien ce genre de disparition-là, mais qu'il y a quand même un contexte. C'est chaque personnage est insufferable. Chaque personnage est malaisant. Chaque personnage représente des dimensions de l'âme humaine qui sont pas des failles négatives voyons, je vais dire des failles négatives plus ou moins graves, mais plus graves que moins graves, disons. Je vais y arriver, ça y est. Et c'est sûr que c'est ça qui est mis en scène. Fait qu'on n'a même pas un personnage ou une situation ou une circonstance atténuante ou à quoi s'accrocher. Tout va mal, tout va logiquement mal parce qu'on est dans une société où c'est vraiment une fable morale, disons, qui met en scène tout ce qui est amoral. Donc, c'est comme ça que je le perçois jusqu'à maintenant. Il me reste quelques pages. Comme je dis, je pense pas que je vais changer d'opinion, fait que je vais vous en reparler rapidement, mais au moins, là, vous avez à chaud un peu ma réaction. Comme je vous dis, je le termine parce que c'est la lecture commune, mais en temps normal, je pense que je me serais arrêtée sans doute au premier tiers de ce livre-là. Tout simplement parce que c'est trop sombre pour moi. C'est trop... c'est pas... on est dans le malaise complet tout le long du livre. Puis je pense que c'est volontaire. C'est volontairement fait comme ça par l'auteur, puis c'est sans doute nécessaire, ce genre d'ouvrage-là. Mais j'ai pas besoin de tout ça, en fait, pour être consciente de ce qui est mis de l'avant. Donc, je suis comme juste... J'ai pas besoin de ça dans mon quotidien en ce moment. Mais il est pas très long, donc je me suis dit que j'allais lire. Mais c'est pour ça que je vous dis que si jamais je relis du Zola, je pense que je vais peut-être essayer d'y aller au moins avec... Tant qu'à être dans le malaise ou le sombre ou le sans-issue, au moins dans un contexte auquel je peux m'accrocher peut-être à d'autres choses. Comme vu que Germinal, il y a quand même le combat un peu, la rébellion un peu des ouvriers malgré leur... Puis il y a plus ce côté tragique destin, genre impuissance par rapport au destin avec un grand D. Là, c'est qu'on peut pas excuser personne. On peut trouver ça triste, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, il n'y a pas aucun personnage dont on peut... En fait, on peut pas avoir pitié d'aucun personnage. Mais comme je dis, à part peut-être la personne qui est tuée, mais encore là, peut-être. Mais encore là, c'était pas un personnage super non plus. Donc, on a pitié du fait qu'elle s'est retrouvée dans une situation impuissante. Elle a reçu le destin sur la tête.
Mais c'est pas comme si, en tant que lecteur, on pouvait se dire « Ah, ben oui, tu sais, ce personnage-là était tellement angélique, quelle horreur. » Dans le fond, on trouve ça terrible, qu'est-ce qui y arrive, mais en même temps, c'est pas non plus un personnage qui a des valeurs qui sont super intéressantes non plus. Donc, en même temps, on se dit, on peut pas se réjouir de ça parce que c'est terrible, mais en même temps, on se dit, est-ce que... C'est là que l'habileté de Zola se trouve, je pense, dans ce livre-là, c'est que à tout moment, on se dit, comment j'agirais dans cette situation-là? C'est effroyable, tu sais, les choses qui sont faites, tout est tu sais, ça devrait être puni, ça devrait être... quelle horreur, c'est incroyable. Mais en même temps, c'est humain, mais pas humain dans le sens positif du terme. C'est complètement humain comme raisonnement, comme égocentrisme, comme mauvais enchaînement logique ou mauvais enchaînement moral. C'est tout à fait humain. C'est juste terrible. Puis comme je vous dis, on peut pas se passer d'avoir une réflexion sur le fait que ça ne devrait pas être. Puis à chaque fois, notre cerveau, en tant qu'humain, en tout cas le mien, il est en mode « Non, mais il doit quand même avoir quelque chose dans cet humain-là qui est récupérable, mettons. » Mais il n'y en a pas. Il n'y a rien qui est récupérable dans ces gens-là. Fait que c'est terrible. Fait que là, je suis leur histoire tout le long, puis rien n'est récupérable. Tout est affreux, puis je pourrais m'attendrir sur le contexte. Ça met en scène des gens qui sont dans une situation de pauvreté, ou en tout cas, puis de peu de stimuli, autant pauvreté matérielle puis pauvreté intellectuelle aussi, parce qu'ils n'ont pas été vraiment stimulés et tout ça. Je pourrais m'attendrir là-dessus, trouver ça, mon Dieu, tu sais, c'est vrai que ça peut justifier. Écoutez, ça met le contexte, mais il n'y a rien qui est justifiable là-dedans, puis c'est correct, c'est un roman qui est fait pour ça. Fait que si vous voulez être indigné, si vous voulez tester votre résistance à la moralité et à l'amoralité ou à l'immoralité. Je me souviens jamais la différence entre amoral et immoral. Immoralité, je pense, parce que amoral, c'est qui n'a pas de morale. Bref, si vous voulez tester votre résistance à ça, puis vous dire, est-ce que je suis aussi croche, est-ce que mon âme est aussi croche que ça, ou je peux encore avoir une certaine perspective, puis me dire, non, de toute façon, c'est sûr que même dans un cas d'extrême, c'est pas la réaction que j'aurais, mais c'est un bon livre pour ça. Si vous voulez vous faire botter le derrière au niveau de vos valeurs internes, de vos convictions morales, c'est un excellent livre pour ça. Bon, j'ai assez parlé d'un livre dont je n'étais pas censée vous parler, je vais passer à autre chose. Donc, après avoir lu Émile Zola, et c'est sûr que on va arriver, là on est vendredi, techniquement je vais mettre en ligne le vlog le dimanche. Je pense que je vais faire comme ça, je vais l'essayer. J'ai essayé différentes journées, puis je pense que c'est peut-être celle-là qui est la plus facile pour moi. Parce que si jamais j'ai assez de contenu dès le vendredi, je pourrais commencer déjà à le monter, puis le programmer pour le dimanche. Puis si c'est des semaines comme cette semaine où j'ai pas lu un nombre élevé de livres, bien si jamais j'en lis un autre le samedi ou deux, je peux quand même compléter ça, puis vous le mettre à temps pour le dimanche. Donc, est-ce qu'après ça, j'aurais envie évidemment de me taper quelque chose qui est un peu doudou pour essayer de consoler mon âme. J'ai quand même commencé la semaine avec un Cozy Mystery, mais qui était très remuant parce que, comme je vous dis, c'est un autre niveau de Cozy Mystery. Là, on n'est vraiment pas dans la légèreté en tant que telle. Les personnages sont amusants quand même, ils ont des dimensions amusantes, mais en même temps, c'est quand même troublant, c'est quand même prenant, puis ça nous met un petit peu aux aguets là, et tout ça, mais ça reste quand même relativement, ça me fait un peu positif au début de la semaine. Après ça, je suis tombée dans Thérèse Raquin c'est comme tomber dans les affres des limbes infinies. Mais c'est pas parce que j'aime pas le livre, c'est juste que c'est dans cet état-là que ça me met. Et là, j'aurais besoin un petit peu souffler pour la fin de la semaine. Donc, je me dis, est-ce que je fais encore des graphiques? Mais j'ai peut-être envie, je vais tomber potentiellement, je vais avoir des vacances sous peu. Peut-être que je vais faire une semaine, je vais juste faire des graphiques. Peut-être que je pourrais vous garder ça pour le prochain vlog. Sinon, j'ai trouvé ce livre-là que j'avais vu passer sur les réseaux. J'ai trouvé ce livre-là en audio, puis ça fait comme 2h40. Fait que peut-être que je pourrais le commencer en audio, puis je l'ai en français. J'ai trouvé en langue originale, mais bon, je l'ai en français. C'est le fameux E de Kate Dick, donc Them en anglais. Et c'est, écoutez, le blurb en avant, bon, c'est sûr que ça peut ne pas vouloir rien dire, mais le blurb en avant est d'Emily St. John Mandel, que j'adore, qui n'est absolument pas une autrice de policier, qui dit un chef-d'œuvre, tout simplement, hein, en peu de mots. Et en fait, ça dit quoi, Kate Dick? Ah, voyez-vous, Kate Dick, bon, je vais vous donner un petit peu d'informations. C'est une journaliste, autrice et éditrice anglaise qui serait née en 1915 et décédée en 2001. Et qu'elle était une figure incontournable du monde littéraire londonien à la moitié du 20e siècle.
Et elle était la première femme à diriger une maison d'édition en Angleterre qui aurait publié notamment George Orwell. Ce que je vous dis là, c'est remâché, mais vraiment de la préface ici de cette édition-là du livre de poche. Donc, c'est vraiment comme presque une citation textuelle. Et Margaret Atwood aussi a écrit à l'arrière un petit blurb qui dit que c'est un conte effrayant et prémonitoire dans lequel un groupe anonyme cible les artistes pour le crime d'avoir exprimé leur individualité insidieusement horrifiant. Donc, est-ce que je suis prête à autant d'horreur? Je ne sais pas. Fait que je ne vous lirai pas tout de suite la quatrième, parce que si je le lis, je vais vous la lire après, mais sinon, ça se peut que je fasse ça, parce que c'est vraiment tout petit, puis ça dit vraiment que c'est un chef-d'œuvre. Ça fait, je crois, référence quand même un peu à l'idée de And Then There Were None, et Ils étaient 10, d'Agatha Christie. Mais écoutez, c'est vraiment, ça me donne le goût, là, parce que ça a été écrit en 1975, 157 pages, puis pour que ce soit aussi excellent, je me dis peut-être que je pourrais me lancer là-dedans. Tant qu'à être dans le glauque, aussi bien expérimenter différentes plumes. Et voilà. Et puis, enfin, on va ouvrir ensemble cette précommande-là. On va rester quand même dans le policier. Donc, c'est chez Aligo, qui est notre librairie de livres anglophones au Québec, Canada. Il y en a d'autres, mais c'est plus le gros groupe canadien si vous ne le connaissez pas. Donc, c'est pas le grand A. Je vais voir si je suis capable. Oui, j'ai une languette. Je sais pas si je suis capable de l'ouvrir. C'est une précommande que j'ai faite. C'est rare que je fais des précommandes, mais là, maintenant, je le fais parce que j'ai comme compris que, bon, pour les livres anglophones, c'est moins grave, mais pour les livres francophones, les précommandes, souvent, ça va aider les maisons d'édition à avoir les fonds nécessaires pour faire lancer des tirages qui sont suffisants pour lancer leur livre. Fait que des fois, je trouve que c'est quand même important de l'oser. Alors, je me suis commandé le premier tome d'une nouvelle série d'un auteur que j'adore, qui a pour moi fait une tétralogie de Cozy Mystery, encore une fois, peut-être Cozy Crime, mais super humain, là, qui est Richard Osman et son fameux Thursday's Murder Club. Je suis jamais bonne pour le dire. Si jamais vous lisez, passez par-dessus le côté qui fait un peu genre Agatha Christie, parce qu'en fait, c'est ça, mais c'est une série qui met en scène des personnes qui vivent en maison de retraite et qui sont rendues pas mal dans le dernier quart de leur vie, peut-être entre 70, 80, quelque chose comme ça, mais qui sont comme super alertes puis qui décident d'essayer de se distraire en résolvant des crimes qui sont restés irrésolus et qui finalement vont venir mettre les pieds dans les plats puis se ramasser mêlés à plein de choses. Mais c'est super bien fait. On n'est vraiment pas dans comme la magie. On n'est pas dans comme le Agatha Raisin. On n'est pas dans le MC Beaton. Là, puis même on n'est pas dans le Miss Marple. On est vraiment plus profond que ça. Les personnages sont vraiment bien développés. Vous voyez que j'aime beaucoup cet auteur. Voilà, donc, le premier tome de cette nouvelle série, c'est We Solve Murders. J'ai la misère avec mon anglais aujourd'hui, hein? We Solve Murders, de Richard Osman. Et ça vient tout juste... En fait, je pense que je l'ai reçu en précommande, j'ai reçu à l'avance parce que je pense qu'il sort au Québec le 17 septembre. Et puis là, aujourd'hui, on est le 13. On est vendredi 13. Vendredi 13! J'ai un chat noir. Je ne sais pas si je vais être capable de vous dire... Je vais vous dire en gros ce que ça dit là, c'est que ça dit résoudre des meurtres, c'est une affaire de famille. Et ça va mettre en scène un couple de personnes un petit peu plus, encore une fois, dans la suite de leur vie, disons, plus les personnes un petit peu plus âgées. Donc, c'est Steve et Amy Wheeler. Steve qui profite de sa vie de retraité, mais qui fait quand même un petit peu de petits boulots d'enquêteur on the side, mais qui aime mieux quand même avoir sa routine tranquille, les petits quiz, c'est ses moments pour s'asseoir et relaxer. Puis dans le fond, lui, il a comme confié son affaire de famille à sa bru, donc à la fille de son fils, à la conjointe de son fils, Amy. Donc, Amy Wheeler, qui on comprend s'appelle Wheeler par le fait qu'elle est mariée, elle est en mode genre je ne vis que pour l'adrénaline, c'est sa seconde nature. Elle travaille dans la sécurité des individus à tous les jours et c'est dangereux et elle se nourrit de ça. En ce moment, de ce qu'on voit là, elle est sur une île isolée et elle est en train de protéger une autrice de best-seller internationale qui s'appelle Rosie D'Antonio. Et elle va finalement découvrir un corps ainsi qu'un sac d'argent et qui va un peu signaler le fait que sur cette île paradisiaque-là, finalement, il va y avoir des petits problèmes. Alors, comme elle est là-bas seule à essayer de résoudre la situation, elle va envoyer un appel de détresse à la seule personne à qui elle fait confiance et on va bien, j'imagine, comprendre que c'est Steve Wheeler. Alors, de cette traduction simultanée quand même de notre...
c'est ça la prémisse. Donc, ça me semble super intéressant. Écoutez, je suis super excitée de lire cette nouvelle série-là. Je sais que je ne vais pas retrouver nécessairement le même ton, mais voyez-vous, c'est des chapitres de genre 2 pages, 3 pages. J'imagine que le rythme va être assez haletant, mais j'aime tellement comment Richard Osman construit ses personnages habituellement. J'ai hâte de continuer à suivre ça. Puis, je l'ai également acquis en audio parce que je vais sans doute le lire dans ma semaine de vacances la semaine prochaine. Et je me doute que je ne serais pas capable de me dire que je vais mettre ça sur pause pendant que je fais mes déplacements. Donc, je vais de l'avoir aussi en audio. Mais je suis super contente. Donc, précommande de ce type-là. Et puis, ben, si vous êtes gentil, peut-être que vous allez avoir un autre petit book haul qui va arriver parce que j'avais commandé certains titres ailleurs. C'est pas des précommandes. Il devrait arriver aujourd'hui. Mais je vais voir. Peut-être que je les garderai pour le début du prochain vlog. Ou je vous en parlerai pas du tout parce que mon idée, c'est pas nécessairement de vous inciter à acheter des livres. C'est juste que si jamais là-dedans, j'ai des choses que je veux absolument vous montrer, ça se peut que ça fasse un petit coucou dans le vlog. Mais sinon, ben, de toute façon, on va se reparler pour que je vous parle du fameux Thérèse Raquin, la fin. Et je pense que ça me tente de lire le Québec avec comment je vous en ai parlé. Ça m'a peut-être convaincu. Donc, allez, on se reparle tout bientôt. Hey, bonjour! Alors, un petit coucou avec sans doute un fond sonore que vous allez entendre et que vous voyez ici. C'est mes petits cheveux qui volent. Parce que je suis dans la voiture, la studio mobile, et il fait 34 à l'extérieur. Allô l'automne. Et si je ne mets pas un petit peu de ventilation, je vais mourir. Donc, voilà. Je vais vous parler rapidement, mais je vais quand même assurer d'avoir des conditions minimales de survie dans la voiture. Alors voilà, je vous prends parce que je viens tout juste de terminer ce fameux Thérèse Raquin ici, de Émile Zola. Et écoutez, je ressens un certain soulagement physique, je pense, d'avoir terminé ce livre-là. Je me rends compte que j'ai été en tension pendant toute ma lecture, mais vraiment en tension, là. Genre, parce que c'était une lecture inconfortable, confrontante, insupportable dans le sens de ce qui était mis de l'avant. Parce c'est vraiment un roman qui nous plonge dans la tête de meurtriers, tout simplement, qui ont peut-être... Et on réalise que les meurtriers, en fait, c'est monsieur, madame, tout le monde, à l'époque, quand même, à cette époque-là. Et que, voilà, on va voir comment ils vont réagir dans le contexte dans lequel ils évoluent, un contexte qui ne les satisfait pas. Et une fois qu'ils vont avoir emprunté le chemin des péchés capitaux, disons, comment ils vont gérer ça? Comment l'humain gère ça de aller contre ses convictions ou aller contre la morale, même si, mettons, on est un humain qui a des faiblesses ou que des fois qu'il y a des moments où on était peut-être plus en égocentrisme et tout ça. Une fois qu'on a traversé cette barrière-là, comment l'âme humaine gère ça? Comment l'âme humaine s'auto-trompe ou s'auto-sabote? Quel impact ça a sur l'ensemble des gens qui les entourent. Et bon, je dois admettre que je vous avais dit qu'on a pitié de personne, mais en fait, c'est vrai que l'existence de la personne qui est tuée, ainsi que de la mère de cette personne-là qui évolue aussi dans le quotidien des deux personnes, donc de l'amant et de Thérèse Raquin, qui deviennent éventuellement des époux. Dans le fond, ces deux personnes-là, c'est vrai que on peut potentiellement avoir pitié parce qu'en plus, le destin s'acharne sur ces personnes-là. Et dans ce cas-ci, c'est le destin. Je veux dire, ils n'ont pas fait un choix particulier qui fait en sorte que ça fait en sorte qu'il y a des conséquences qu'ils doivent assumer. C'est vraiment le destin avec un grand D qui s'acharne, mais qui passe par le biais de décisions que Thérèse Raquin et son amant ont pris. Particulièrement, son amant a pris. Une petite nuance quand même. Mais que Thérèse Raquin a comme, dans le fond, un peu endossé par la force des choses. Et oui, c'est vrai que ces deux personnages-là, on peut comme peut-être plus, finalement, plus ça avance, puis plus on se dit, ah oui, quand même. On peut vraiment plus en réaliser qu'ils sont vraiment les victimes dans cette situation-là. C'est pas des victimes qui sont sans faute ou sans faille, mais c'est des victimes dans la situation. Malgré le fait qu'on se rend compte que peut-être qu'en quelque part, en tout cas, Thérèse Raquin peut être en quelque sorte victime d'une société qui laisse aucune place aux femmes, puis qui fait en sorte que on en vient peut-être à des décisions extrêmes pour essayer de sortir de ça. Bien entendu, il n'y a rien qui justifie quoi que ce soit là, dans ce que je dis là, mais bon, peut-être qu'à ce moment-là aussi, il y a un petit côté jugement de la société. Mais c'est vraiment, on suit la descente aux enfers et
la condamnation et je parle pas légalement, là, mais de l'âme de ces deux meurtriers-là. Puis on est à l'intérieur de leurs pensées. Puis c'est difficilement supportable. Mais je tiens à dire que quand je dis c'est difficilement supportable, c'est les personnages, c'est l'histoire, c'est qu'est-ce qui est mis de l'avant, c'est qu'est-ce qui est proposé comme réflexion entre les lignes. C'est pas la plume de Zola. La plume de Zola, en effet, si je me suis sentie aussi mal à l'aise, aussi confrontée, aussi troublée, aussi, mon Dieu, que c'était pas confortable comme lecture, vraiment, c'est parce que la plume de Zola est excellente. Donc, je redis pas quelque chose de nouveau par rapport à ce dont je vous ai parlé un peu plus tôt, à part peut-être le côté que oui, c'est vrai que ça se nuance un peu vers la fin, puis qu'on réalise, c'est plus clair un peu s'il y a des victimes et s'il y a des abuseurs, et si la justice légale n'a pas nécessairement un impact sur la suite des choses. On voit ici que, en fait, l'humain est capable de finalement réguler. Puis là, je parle pas nécessairement avec la part de la religion, mais que dans le fond, l'âme humaine, ce genre de déchirure-là, de valeurs, de convictions, c'est pas quelque chose nécessairement que l'âme humaine arrive à supporter sur le long terme. Donc, je ne dirais pas plus parce qu'il y a quand même un genre de suspense, entre guillemets, peut-être pas un suspense, mais une tension pour savoir qu'est-ce qui va se passer finalement. Est-ce que Thérèse Raquin et son amant, qui est devenu son époux, comment ils vont vivre leur vie? Comment ils vont vivre leur vie après qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'était très marquant. Je suis contente de l'avoir. J'aurais jamais tenu si ça n'avait pas été une lecture commune ou une lecture de club de lecture avec Alex Bouquin-Prada. Donc, merci Alex Bouquin-Prada de m'avoir définitivement sorti de ma zone de confort. Puis là, cette fois-ci, c'est pas juste une façon de parler. Mais ça a été rude pour moi, là, cette lecture-là. Je l'ai traînée toute la semaine. Puis, comme je vous dis, c'est pas par manque d'intérêt, mais c'était bien trop difficile de mon côté je suis comme une éponge, fait que là, j'étais en train de vivre toutes les atmosphères et tout ça, mais comme je vous dis, la preuve, c'est que ça fonctionne parce que j'étais complètement rendue complètement, mais pas impuissante, mais je vivais vraiment par procuration tout ce qui se passait, puis c'est terrible de se dire qu'on vit par procuration, qu'est-ce qui se passe dans la tête des meurtriers. C'est comme... En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est une leçon de morale, entre guillemets, et pas qui fait la morale, mais qui est une leçon de morale. Et je pense que s'il y avait des gens qui avaient éventuellement l'intention de franchir cette ligne-là de démarcation entre la morale et le chaos, si jamais ils lisent Thérèse Raquin, c'est pas... je pense que ça, définitivement, ça fait réfléchir. Je pense que si quelqu'un a vraiment l'intention de faire quoi que ce soit, on se rend compte que non, c'est pas comme dans les films tout beau, tout joli. Quand on franchit cette ligne-là, ben maintenant, on a des exemples un peu plus récents. Mais par exemple, là, Voldemort, là, ben il a franchi à un moment donné cette limite-là. Puis oui, c'est sûr qu'on le voit devenir puissant, mais dans le fond, au fond de lui, c'est une âme qui est complètement morcelée, puis qui fait juste un peu comme une âme morte vivante. Donc, ça, c'est un exemple brillant, quand même. J'ai réussi à plugger Harry Potter. Juste, hein? Ouais. Ouais. Mais c'est ça, c'est un peu ça. Et c'est vrai comme si on était dans la tête de Voldemort, mais sous des dehors de personnes du peuple à Paris à la fin du 19e. Hein? Quand même, pas de magie. Mais il y a un petit quelque chose. Fait que peut-être que je vous donnais envie de découvrir, mais sérieusement, il faut que vous alliez bien pour lire ça. Puis il faut pas que, si vous êtes trop une éponge, genre comme moi, pas sûr que ça va vraiment être une excellente idée. Mais écoutez, si vous tentez le coup, vous pouvez pas dire que vous n'êtes pas avisé. Et sinon, ben écoutez, pour me changer un peu le focus, je pense que je vais quand même rester dans le policier, mais je pense que je vais vraiment me lancer finalement dans celui que je vous ai présenté tantôt, donc Eux de K-Dick et Deb. Donc, je vais ouvrir la 4e de couverture. J'espère juste que ça ne va pas divulgacher. Je vais peut-être pas le lire au complet pour pas moi aussi me divulgacher. Je vais essayer de lire une partie. Ce sont la mort d'un chien, des bruits de pas étouffés, la confiscation de livres pour commencer. Ensuite, le sac de la National Gallery vidé de ses œuvres. Puis viennent les miradors, érigés pour surveiller les côtes, et des hommes armés qui parcourent les campagnes en détruisant chaque œuvre d'art qu'ils dénichent, et ceux qui cherchent à les protéger. Ils capturent les dissidents, les écrivains, les peintres, les musiciens, les célibataires et les couples sans enfants, lors de vastes rafles. Ils veulent purger la société des personnalités subversives.
Puis en fait, plus bas, ça dit que ça a été publié pour la fois en 1977 en Grande-Bretagne, que c'est un livre qui a été longtemps épuisé, donc plus disponible, et que c'est considéré comme un roman d'anticipation intense et terrifiant de pertinence qui interroge sur l'avenir de la création et de l'expression individuelle. Donc, on n'est pas vraiment dans qu'est-ce que je pensais, on est vraiment plus dans de la dystopie. Je voulais rester un peu dans le policier, mais c'est correct parce que dans le fond, je pense que je vais avoir comme un thème, ça va être un peu des romans noirs, noir cosy, noir terrifiant et peut-être noir tendu avec celui-là aussi, mais je vais le commencer en livre audio puis je vais vous en reparler. Ça va sans doute être le dernier livre de ce vlog-ci. Donc, je vais sans doute l'avoir terminé potentiellement demain après mes déplacements, puis je vais sans doute vous en reparler après le boulot. Donc, ben voilà. Alors d'ici là, à tout de suite. Et bonjour, alors je reprends en ce samedi 14 septembre, post-boulot, début de moment de repos pour moi, donc bien contente. Et je veux bien vous parler parce que j'ai osé lire le fameux E de K. Dick, donc Them, et je sais pas comment vous en parler, c'est vraiment bizarre. Là, juste vous dire que si pour vous la couverture de la version française évoque un Agatha Christie, là, je l'ai déjà dit plus tôt, on n'est absolument pas là-dedans. On est dans de la dystopie, mais écrite en publiée en 1977, d'une autrice qui est née en 1920, il me semble. Et c'est une structure, il y a plusieurs choses qui sont atypiques dans ce roman-là. Mais bon, je vais d'abord vous parler un petit peu. Je vous avais lu, je pense, la 4e de couverture, donc vous voyez un peu c'est quoi. Si vous attendez d'abord à une histoire suivie, vous voyez avec la structure, c'est pas du tout ça. Donc, c'est vraiment le principe de instantané d'une ligne de temps pour laquelle on n'a aucun lieu, aucune précision, aucune façon de savoir si c'est chronologique ou pas. De moments qui se passent sur la côte de l'Angleterre à un moment où, comme ça le dit, la société est terrorisée par une espèce de mouvement qu'on ne sait pas si c'est un mouvement qui semble organisé, on ne sait pas si c'est un mouvement officiel ou officieux, mais qui cible en fait la différence et la créativité. Donc, la différence, la créativité, l'individualité en général, donc particulièrement les artistes, particulièrement les gens qui sont différents de ce qu'on dit être la normalité. Donc, ça peut être quelqu'un comme là-dedans, je pense qu'il y a un enfant qui est autiste. Et il cible ça dans certains moments, certains instantanés, on comprend qu'il le cible de façon drastique, mais visé plus sur le produit de la créativité ou le résultat d'une individualité. Mais plus ça va, puis plus ça va vraiment être ciblé directement sur les individus. Les produits de la créativité, par exemple, bien sûr, ça peut être tout ce qui est art, c'est plus facile, c'est plus tangible, mais avec des conséquences, par exemple, ils vont saisir les œuvres, puis éventuellement, si la personne s'obstine, ils vont finir par éventuellement agir, puis par exemple, pour quelqu'un qui est un peintre, ils vont le rendre aveugle, pour une poétesse, ils vont lui couper les mains. C'est intense, juste vous dire. Donc ça, c'est un peu la structure qu'on a. Donc, touche par touche, on va voir différents groupes de personnes qui sont composés de gens qui sont ciblés par cette espèce de groupe-là qui s'appelle juste eux, them, et de différentes façons, de façon directe ou indirecte. Ça peut être leurs œuvres ou eux directement. Il y a toujours en arrière-fond la présence de eux qu'on sent, qui est évoquée en arrière-fond, mais on n'a pas vraiment de détails sur qui sont vraiment ces eux. On les a pas en description, c'est souvent des ombres. Ils vont souvent se présenter quand les gens sont pas là ou quand ils dorment, ou alors si quelqu'un résiste quand on les croise sur leur chemin, ou si quelqu'un empêche la symétrie de leur mouvement quand ils se déplacent en groupe. Il y a plein de choses qui vont se passer. Donc là, comme je vous dis ça a l'air d'être un peu chaotique, mais c'est un livre chaotique. Donc c'est vraiment, j'apprécie plus ça, un recueil, c'est des chroniques. Ça me fait vraiment penser à la structure de chronique martienne, je me trompe dessus, de Ray Bradbury. C'est le même principe pour moi, sauf que c'est encore moins
linéaire que Chronique martienne. Dans Chronique martienne, pour rappel, c'est différentes chroniques qui se passaient sur Mars, puis on apprenait éventuellement à comprendre un peu la ligne de temps de qu'est-ce qui s'est passé sur Mars avec les différentes chroniques qu'on avait qui mettaient en scène différents personnages, mais éventuellement, on avait quand même à faire certains liens entre les chroniques. Là, c'est un peu le même principe, parce que ça se passe à un lieu commun, mais qui n'est pas identifié. Ça semble se passer à une époque sociale commune, parce qu'il y a la présence de cette masse-là qui mine l'individualité, la créativité et tout ça de façon concrète, de façon systématique, de façon cruelle, de façon répétitive. Et donc, pour moi, j'ai au départ pas été trop déstabilisée par cette structure-là, sauf que cette structure-là, quand il n'y a pas beaucoup de fil rouge entre la structure, c'est difficile de s'attacher à l'histoire. Parce que je ne sais pas si c'est vraiment une histoire. J'ai trouvé que c'était un livre qui est plus une invitation à la réflexion, une invitation à confronter ses certitudes, à prendre conscience de certains points importants de ce qui fait de nous des humains individuels. C'est sûr que dans le contexte actuel politique, c'est encore plus, ça résonne encore plus parce qu'on est vraiment dans un moment où on retombe un peu avec cette espèce de, pas nécessairement dans ces mots-là, mais tout ce qui est limitation qui est mené par des groupes qui sont individuels, qui ne sont pas nécessairement gouvernementaux, mais qui éventuellement vont finir par créer une espèce de gros monde dystopique. On n'est pas si loin que ça en ce moment, mais c'est sûr que c'est quand même poussé à l'extrême. Il ne faut pas oublier que ça a été séparé en 1977, donc à la fin des années 70, où c'était quand même le summum de l'explosion de l'art. Et je ne sais pas qu'est-ce qui fait que c'est arrivé un peu dans les cartons pour l'autrice, mais c'est assez particulier. Donc, comme je vous disais, il y a la structure qui est particulière. Il y a le fait que c'est j'appellerais ça une narration détachée. Donc, on a l'impression que c'est un narrateur qui peut être le même ou pas le même. C'est un narrateur omniscient qui peut être le même ou pas le même d'un moment à l'autre, d'un instantané à l'autre. Mais on n'a pas vraiment de certitude par rapport à ça. Puis comme il y a plusieurs personnages qui passent dans les différents instantanés, puis qu'on n'a aucun repère de temps ni de lieu, on a des noms par contre pour les personnages. Et j'ai trouvé ça difficile de m'identifier, en fait de m'attacher aux personnages parce que c'est comme tellement neutre, la narration est neutre, elle n'est pas claire, on ne sait pas exactement d'où il y en a. On ne sait pas si c'est vraiment omniscient ou si c'est un des personnages qui fait partie des groupes. Et la plume, c'est drôle cette plume, mais c'est drôle. C'est spécial cette plume-là, c'est dur à décrire, mais c'est comme une plume super détachée et super froide, technique, on dirait, mais en même temps qui arrive à évoquer des trucs, des ambiances, une tension, une frayeur, des émotions, mais c'est pas une plume qui est fleurie, c'est pas une plume qui on dirait, vise l'évocation, mais c'est encore plus habile de la part de l'autrice potentiellement. C'est que c'est vraiment, on dirait, une narration qui est scandée. C'est sûr que là, moi, je l'ai écouté en livre audio, mais les chapitres sont courts, les phrases sont courtes. C'est toujours, c'est peut-être pas verbe, sujet, complément. Sujet, verbe, complément. Verbe, sujet, complément. Ça se peut. Sujet, verbe, complément. Mais tu sais, c'est vraiment comme un... Bon, admettons, je vous donne un exemple. C'est page 28 de l'édition ici chez les livres de poche en français. Là, moi, j'ai lu en anglais, mais bon. Berg travaillait au jardin d'hiver. Il a agité la main. La mère de Judith faisait une réussite dans son coin habituel près de la fenêtre du salon. Les garçons fabriquaient un cerf-volant jaune et bleu. Sandy leur a proposé son aide. L'Italienne est arrivée avec un plateau à thé suivi par Judith. Le chat siamois a craché vers mon chien. Donc, vous voyez ce que je veux dire par une narration technique froide qui garde le lecteur à distance. C'est vraiment particulier. C'est juste que dans l'ensemble, ce qui fonctionne étrangement quand même, c'est que la tension est là. Je ne sais pas si c'est le fait que le lecteur est laissé dans le noir par rapport à peu près 80% des éléments habituels qu'on a quand on lit un roman ou même des recueils de nouvelles. Il n'y a pas beaucoup de choses auxquelles on peut s'accrocher. C'est sûr qu'il y a peut-être aussi une structure de nouvelles, parce que pour les nouvelles, souvent, il manque énormément de données. Puis ça se termine souvent sur une fin ouverte ou une fin qui laisse place à l'interprétation. Puis c'est peut-être un peu ça qui fait que ça dégage un peu de cette manière-là, la structure, puis ça crée cette espèce de distance-là, mais vraiment la narration est comme ça. Puis ça, c'est en français, mais je peux vous confirmer qu'en anglais, c'est pas une traduction qui est weird, c'était comme ça en anglais. Il n'y a pas de fioriture, c'est vraiment une écriture qui est chirurgicale, bon, je vais dire. Chirurgicale.
Puis c'est spécial parce que c'est comme si on veut que le lecteur s'imprègne d'un lieu qu'on va pas lui identifier parce qu'on lui laisse la place pour l'imaginer, mais on lui donne tellement pas de possibilités, on lui donne tellement pas de nourriture qui est propice à l'imagination, qu'on prend pour acquis que si on lui donne un squelette de lieu ou on lui donne une armature de contexte, on est capable de combler. Puis c'est sans doute faisable. La seule chose que je trouve, c'est que c'est vraiment difficile de s'attacher, en fait, en tant que lecteur, à cette histoire-là. Puis quand on la termine, on n'en sait pas vraiment plus qu'au début. Donc, c'est comme si on a passé un moment, une espèce d'immersion, encore une fois, inconfortable et très malaisante, dans cet univers-là sur lequel qu'on pressent être un univers tout à fait proche du nôtre, dans le sens que là, ça a été écrit en 77, mais ça pourrait tout à fait avoir été écrit en 2024, là, ça ne serait même pas surprenant. Puis ça aurait pas été écrit en 1920, à l'époque où il y a eu toutes les, justement, là, le côté, ben, dans les années 20-30, quand il y avait justement le petit côté un peu voyage dans le temps et tout, puis il y avait quand même un peu ce genre de crainte-là. De l'inconnu, de l'avenir et tout. Puis, fait que c'est spécial parce que c'est comme intemporel, mais c'est juste littéralement intemporel dans l'écriture. Puis j'ai trouvé que comme lectrice, c'est mon gros bémol. Je peux pas mettre autrement qu'une excellente note au niveau d'écriture, à mon avis, dans le sens où l'écriture est vraiment habile. C'est des choix stylistiques qui ont été faits. Je pense pas que c'est de la maladresse, le fait de ne pas donner tant d'informations, le fait que justement les narrateurs changent, qu'on laisse vraiment le lecteur prendre sa place dans prendre son imaginaire en main et qu'on décide de garder le lecteur à distance avec une narration qui est technique. Je pense que ce sont des choix potentiellement stylistiques et littéraires. C'est juste que c'est des choses qui m'attirent un peu moins. Donc c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose qui est super étonnant. C'est un espèce ben là, puis on n'aime pas ça quand on dit ovni littéraire, mais c'est vraiment un objet littéraire absolument atypique. Donc, un objet littéraire absolument atypique, un Olara. C'est un Olara que je vous présente là. Et, Olara! Et puis, ben, c'est ça. Je pense que je le conseillerais à tout le monde. Là, je l'ai écouté, moi, en livre audio au complet, donc en anglais. Puis je vais étrangement, je vais peut-être essayer de me le trouver en anglais, mais comme c'est de la dystopie, je me suis dit que je pouvais lire en français. Puis je vais peut-être essayer de le relire en papier pour voir si ma perception est différente. Et juste avant de vous en parler, je suis allée lire quelques articles pour être sûre que je n'étais pas passée à côté de quelque chose. On termine le livre et on se dit, est-ce que je suis passée à côté de quelque chose? Mais je pense qu'il faut l'accepter tel quel. Fait que, prenez-le pas comme un roman. Prenez-le pas comme. Prenez-le peut-être comme un recueil de nouvelles qui se passe dans un univers commun, mais dont le fil rouge est la menace en tant que telle, qui est non identifiée, mais qui est une menace à la créativité et à l'individualité. Puis essayez pas de chercher plus loin, puis peut-être qu'en l'approchant de cette manière-là, justement, vous allez pouvoir profiter pleinement de la plume, comment les choix qu'elle a fait, l'autrice, pour ça. Puis c'est vraiment agile, je pense. Mais c'est juste que je trouve que moi, je suis quand même une lectrice qui aime soit aimer ou détester les personnages, comme dans mon précédent Thérèse Raquin, c'était pas vraiment des personnages que j'ai aimés, mais en même temps, je peux pas dire que j'ai été maintenue à distance par l'écriture, absolument pas, au contraire. Donc j'imagine que là, le clash est complet, là, par de Thérèse Raquin, où j'étais complètement immergée dans cette espèce d'atmosphère glauque et dégoulinante de mal, de mal et d'une ambiance malsaine. Puis je me ramasse dans ce principe-là, mais je suis pas du tout immergée dedans. Puis on pourrait dire, yeah, mais en fait, c'est spécial un peu parce que c'est comme s'il faut vraiment prendre sa place puis essayer de voir qu'est-ce que moi j'ai envie de faire avec ça. Est-ce que je le prends comme une prémisse à une réflexion ou est-ce que je le complète dans mon imaginaire? Bref, je ne vais pas continuer à vous jaser ça pendant 20 minutes parce qu'en fait, vous voyez bien que les mots, je les ai pas, mais c'est plus que je pense pas que ça peut se décrire de façon succincte. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une petite lecture. Ça fait 150, je l'ai dit tantôt, là, 157 pages. Et puis, ben, pourquoi pas le découvrir par vous-même, encore une fois, et essayer de vous faire votre propre opinion. Si vous l'avez déjà lu, mais parlez-moi en commentaire. Je suis super intéressée, sincèrement. Est-ce que vous vous attendiez à ça quand vous l'avez lu? Est-ce que vous aussi, vous avez été un petit peu mal dirigé par le fait que la couverture évoquait autre chose si vous n'avez pas lu le quatrième? Est-ce que vous avez, vous, contrairement à moi, peut-être réussi à vous identifier peut-être à certains personnages ou être saisi, emporté par ce qui était évoqué là? Bref, allez-y, ça me fait plaisir. Alors, sur ces bonnes paroles, je termine ce vlog-ci parce que, ben voilà, c'est le temps de vous dire au revoir. Si à ce qu'on se revoit, ben, je vous souhaite de faire des superbes lectures comme d'habitude. Puis on se dit à la prochaine!